más sinceros saludos y un feliz día a los que estáis a punto de escucharme. Autrement bonjour et bonne écoute. Arnaque virale, partie 5. L'œuvre propagandiste de l'Antiquité à nos jours. Le début et la fin se ressemblent. Ils sont tous deux fragiles, au bord de la rupture. Simple réflexion personnelle. Bien que cela soit ardu, je vais tenter de vous délivrer un tableau de cette œuvre propagandiste qui a, il faut le reconnaître, bon train dans nos sociétés modernes et ce sous différentes formes. Elle ne remonte pas non plus à aujourd'hui, le titre de cette partie le suggère. Comme le souligne Francis Dupuy-Derry dans son livre « Démocratie, histoire politique d'un mot aux États-Unis et en France », l'IPA, Institute for Propaganda Analysis, rappelé dans les années 1930 aux États-Unis que des mots vagues mais séduisants sont utilisés par le propagandiste pour nommer son projet. Ces mots, liberté, démocratie, évoquent des idéaux lumineux, et en associant ces mots à sa propre personne, son groupe, sa nation, ses politiques, ses pratiques, ses croyances, il cherche à nous gagner à sa cause. De cette propagande, je vais en retourner à ses prémices, de la Grèce antique à l'Égypte ancienne jusqu'au XXIe siècle, et c'est bon dans le temps s'amorce. 1984. Cela doit vous évoquer des souvenirs, que vous eûtes été d'ores et déjà sur cette planète à cette époque ou non. 1984. C'est, avant d'être une date de l'histoire, une œuvre de fiction de George Orwell publiée en 1949, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Il y fait état d'un monde où il n'est désormais plus possible de fuir l'écrasante emprise d'un grand frère, représentant l'autorité, qui de son œil suit les moindres faits et gestes de chacune et chacun. En sommes-nous rendus là? Je ne répondrai pas à cette question tout de suite, me préparant avant tout à vous exposer, dans ce texte et non uniquement lors de cette partie, une œuvre propagandiste, puis, plus tard, eh bien, vous le découvrirez bien assez tôt. Le titre du livre datant de 1988 de feu Edward Herman et Noam Chomsky, Manufacturing Consent, fabriquer un consentement en français, n'était pas un hasard. Ayant déjà collaboré par le passé sur des travaux similaires, les deux hommes étaient bien placés pour parler de ce sujet. Comme décrit dans le livre, c'est par cette appellation, la fabrication et la production d'un consentement, que Walter Lippmann, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, fait référence à cette propagande qui est, pour reprendre ses propos en 1921, un outil ordinaire pour gouverner le peuple. Bien que réapparu dans les temps modernes de manière beaucoup plus sophistiquée, grâce au fait qu'ils disposaient de davantage d'objets en leur possession, imaginez donc en ce jour, cette propagande ne date toutefois pas d'hier comme je viens de le dire, et je prendrai différents exemples pour l'illustrer. Il fait chaud, normal. Nous sommes en Égypte plus de 1200 ans avant notre ère. Le célèbre pharaon de la 19e dynastie manétonienne du Nouvel Empire, Ramsès II, qui aura régné pendant plus de 60 ans, se sera inscrit dans l'histoire par son héritage architectural et guerrier. Il lutta contre les Hittites, un peuple d'Anatolie, jusqu'à signer un traité de paix avec eux à l'an 21 de son règne, soit en 1259 avant Jésus-Christ. Un âge d'or s'ensuit alors, mais c'est de ce traité de paix et les événements qui lui sont ultérieurs qui vont ici m'intéresser. Plus précisément la guerre de Kadesh. Petit retour en arrière. Depuis plus de 2 siècles, la région de l'actuelle Syrie, riche mais politiquement instable, attire les convoitises des grands empires voisins, notamment les Hittites et les Égyptiens. Lorsque Ramsès II arrive au pouvoir vers 1279 avant notre ère, l'Égypte est déjà en conflit depuis plus de 100 ans avec son voisin du nord-est.
L'équilibre est finalement rompu lors de l'assassinat du fils d'un roi hittite vers -1324. Une dizaine d'années plus tôt, plusieurs bastions égyptiens, dont Kadesh, passent sous vassalité hittite durant le règne d'Akhenaton, qui pour sa part décida de ne pas riposter face à l'offensive. Je ne reviendrai pas sur toute l'histoire entourant le conflit. Ce serait bien trop long, mais vous l'aurez compris. Pour sa part, Ramsès II répliqua. En l'an 4 de son règne, celui-ci lance une expédition et récupère Amurru, intolérable pour le roi hittite. Ce dernier envoie alors plus de 40 000 hommes combattre les Égyptiens. La campagne, qui commence en l'an 5 du règne du pharaon, causera de lourdes pertes et un premier armistice est signé à -1274. Cependant, Ramsès II ne renonce pas à conquérir Kadesh malgré le fait qu'il se replie avec ce qu'il reste de son armée. Lors de son retour à Pi-Ramsès, ville d'Égypte, le pharaon va alors relater l'histoire en la tournant à son avantage malgré les nombreux décès et le fait que les Hittites allèrent jusqu'à Damas avant d'être repoussés par les Assyriens. Ce qui pourrait être considéré comme une défaite des Égyptiens sera transformé par Ramsès II en une victoire éclatante auprès de sa population. Ce qui se nomme l'épopée de Ramsès II est en fait un pur outil de propagande, une fabrication d'un consentement, celui du grand empire égyptien et son bon pharaon. Internet n'existant pas à l'époque, les livres étant rares, il aurait été difficile pour la population égyptienne de contredire son dirigeant, supposé être un exemple. À ce moment-là, la population égyptienne y aura fort probablement cru, même si ce n'était que des mensonges. Cela, pareille manipulation de l'histoire, prouvant que ce n'est pas toujours les vainqueurs qui l'écrivent, semblerait ne pas être faisable aujourd'hui de prime abord avec tous les moyens dont on dispose afin de vérifier les faits. J'y reviendrai. À l'époque où nous nous trouvons dorénavant, Internet n'existe toujours pas. Les livres, un peu plus répandus, servent à alimenter les savoirs d'une élite et différentes écoles de pensée que l'on qualifiera plus tard de classiques, platoniciennes, aristotéliciennes, pythagoriciennes, etc. Vous l'aurez compris, nous nous trouvons actuellement en Grèce, près d'un millénaire après l'apparition de ces grands philosophes et parfois scientifiques. Nous sommes à présent au milieu du 5e siècle de notre ère, à Athènes. À cette époque, la philosophie grecque vit une période de crise. C'est à ce moment qu'intervient alors un certain Protagoras d'Adbert, fondateur d'une nouvelle école de pensée, le sophisme. Sophisme, qui est un dérivé de Sophia, la sagesse, vient du grec ancien sophisma, qui veut dire habileté, invention ingénieuse, raisonnement trompeur. Cela commence à vous situer. Ce nouveau courant, qui vient s'inscrire dans le temps, c'est celui de la rhétorique, le fait de bien parler afin de mieux tromper. Les sophistes proposent donc à ceux qui en ont les moyens financiers de se faire enseigner cette compétence, l'éloquence, qui permet ultimement l'adhésion des citoyens. L'éloquence qui leur est transmise dès un jeune âge permet alors, à ces enfants issus d'une élite, de plus tard mieux faire valoir leurs points et ainsi les faire adopter lors des assemblées, tribunaux ou conseils qui se tiennent à l'agora. L'objectif n'est plus de véhiculer une quelconque vérité, mais de faire voter des mesures les avantageant par le mensonge, en faisant croire aux citoyens, à l'époque seulement des hommes adultes n'étant ni esclaves, ni métèques, que c'était pour leur bien qu'étaient votées ces lois ou décrets, en faisant preuve de sensualité. Ensuite, il s'agissait de tenter de masquer le ou les mensonges aussi longtemps que se puisse. Dès que cela commence à s'ébruiter, des révolutions peuvent arriver. Toutefois, il est parfois intimidant de se retrouver face à une personne maniant la communication mieux que nous. On n'ose pas l'affronter sur son terrain. Cela pourrait être dangereux. Il faut alors être aussi habile avec la rhétorique que peuvent l'être celles et ceux qui essaient de nous tromper. Autrement, lors d'un éventuel procès, cela pourrait se retourner contre nous.
à moins que nous ayons d'autres outils dans notre besace. Un de ces outils peut être la vérité ou ce qui s'en rapproche le plus, elle qui semble au final l'emporter sur le mensonge, mais il ne faut alors pas négliger son éloquence non plus. Autrement, cela, d'avance, est déjà perdu. Un autre outil presque essentiel est la capacité d'analyse. Aussi bon le menteur fût-il, son langage corporel pourra envoyer des messages contraires comme, pour prendre un exemple récent, Bill Clinton lorsqu'on lui demanda s'il avait trompé sa femme, celui-ci disant non à haute voix mais hochant de la tête pour dire oui. Faisons à présent un nouveau saut dans le temps. Nous sommes à la Renaissance, à l'âge des philosophes des Lumières, peu avant et pendant que des révolutions éclatent. Les élites, l'une étant monarchique, les rois et reines toujours là, l'autre aristocratique, dirigeant par ses valeurs, et la dernière plutocratique, régnant par ses capitaux financiers et terriens. Cette dernière rejoint les autres, reçoivent une éducation classique. Ils y font en partie l'étude des grands philosophes grecs et de ce qu'ils appellent la démocratie athénienne. Pourtant, ils se mettent à rejeter cette dernière, jugée trop accessible au petit peuple qui, in fine, y impose sa volonté. C'est pour eux la tyrannie des pauvres et ils font vœu de ne pas redonner vie à ce qu'ils appellent démocratie, en prenant pour modèle Athènes qui, à partir du 5e siècle avant notre ère, en deviendra une forme plus ou moins discutable. Pour les anciens Grecs, il s'agit de l'agora, signifiant pour eux place publique. Le cœur du gouvernement est l'ecclésia, ou assemblée qui se tenait sur l'acropole, représentant à vrai dire, selon des estimations modernes mentionnant le 4e siècle avant notre ère, pas plus de 15% de la population totale, le reste étant partagé entre les femmes et les enfants de moins de 18 ans, les esclaves ou métèques. Les votants, seulement des hommes adultes se réunissant environ 40 fois par an à cette époque-ci. Malgré le fait que l'Assemblée dispose de pouvoirs assez larges, c'est avant tout le Conseil des 500 qui dirige, étant l'organe souverain de cette démocratie athénienne. Étape cruciale de la vie politique à Athènes, le tirage au sort. C'est par cette pratique que les 500 membres sont choisis pour une durée d'1 an par les citoyens de l'Attique. Si l'on en revient pour un court instant aux origines de la cité-État, polis en grec, celle-ci, Athènes, comprenant toute l'Attique, était originellement organisée en 4 tribus dirigées par des nobles. Ce sera un de ses chefs, Clystène, qui transformera le système à partir des dèmes qui sont les villages où la majorité des citoyens sont inscrits. Il existe alors 139 dèmes, répartis en 10 tribus et chacune de ces tribus envoie alors 50 de ses membres. Ces membres ont alors pour mission de présider les séances de l'Assemblée et d'administrer la cité. Cette réforme, selon Aristote, détruisait les liens habituels de voisinage et de clientèle. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'elle, la réforme en question instaurée par Clystène, fait en sorte que tous les citoyens, à part, je le répète, les femmes, les esclaves et métèques, sont égaux, s'agissant d'un réseau à l'intérieur duquel les citoyens pourraient se mouvoir, non plus comme clients des nobles, mais comme citoyens égaux. Le tirage au sort, si précieux à l'époque et qui est mentionné à de très nombreuses reprises dans le livre d'Aristote, la Constitution d'Athènes, ne semble pourtant pas fonctionner si bien que cela. Comme le montre Hansen dans son ouvrage La démocratie athénienne à l'époque de Démosthène, il y avait en réalité bien peu de candidats pour ces fameux tirages, qui semblaient avant tout profiter à une élite d'orateurs, qu'Aristophane s'amuse à transfigurer en une célèbre comédie. Les guêpes. De la même manière que l'on pourrait l'entendre de nos jours et probablement à la Renaissance aussi, ces protagonistes ayant reçu une éducation classique qui soumet la démocratie à sa critique, on y reproche l'incompétence et l'irrationalité d'un peuple qui n'est pas habilité pour voter sur tous les sujets. D'ailleurs, certaines fonctions qui peuvent être considérées vitales, les secteurs financiers et militaires, en somme les plus stratégiques,
était soumis à des élections, ce qui permit entre autres à Périclès d'être réélu 15 fois. Néanmoins, si l'on se fie à Platon et Socrate, le régime de la cité-État, police, présuppose que chaque citoyen athénien possédait des compétences minimales en matière politique. Il faut dire qu'à cette époque, l'individu semblait davantage politisé qu'il ne peut l'être à ce jour pour la majorité d'entre nous qui sommes éloignés des préoccupations politiques qui paraissent lointaines. Je reviendrai sur ce désintérêt affiché plus tard. Je le disais plus tôt, l'élite du XVIIIe siècle, plurielle, rejette ce modèle de démocratie qui à ses yeux est une tyrannie des pauvres qui représente une majorité face aux 5% de riches votants à l'époque de Démosthène. En effet, selon Aristote, j'ouvre les guillemets, le peuple s'est rendu maître de tout et règle tout par les décrets et les tribunaux. Je ferme les guillemets. Il n'en fallait pas plus pour une élite se réclamant du passé pour rejeter en bloc ce modèle de gestion. Une agoraphobie, peur bleue du peuple qui s'assemble, s'immisça parmi la noblesse et la royauté. Hors de question que le peuple dirige à nouveau après ce qu'en disaient les livres qui, à cette époque, durant une renaissance bien amorcée, était déjà plus présent bien que ne profitant toujours pas la majorité. Pourtant, vous le savez aussi bien que moi, de nos jours nous évoluons dans des démocraties dites représentatives. Mais ces avancées, qui nécessitèrent des révolutions, étaient-elles réellement démocratiques ? C'est ce que nous allons voir dès à présent en amorçant un nouveau saut dans le temps. Nous sommes au crépuscule d'un siècle, le 18e de notre ère, à la fois en France et outre-Atlantique. Un nouveau calendrier, révolutionnaire, est mis en place le 22 septembre 1792 pendant la Première République. En l'an 8, le 18 Brumaire, un coup d'État est proclamé. C'est celui de Napoléon Bonaparte qui renverse le Directoire et met en place le Consulat. 10 ans après la prise de la Bastille, la République de la Terreur mise en place par Robespierre, renversée en 1794, puis le Directoire qui perdurera jusqu'à l'arrivée de Napoléon, la France connaîtra alors un nouvel âge, ponctué de révolutions au cours du XIXe siècle. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est de savoir comment cette révolution de 1789 s'est produite et si elle était vraiment démocratique. Si l'on se fie à Francis Dupuy-Derry, qui se base sur des écrits et communiqués de l'époque, en ayant fait sa thèse, tout cela n'est que de la poudre aux yeux, du marketing politique pour les pauvres. S'inspirant pourtant directement de temps anciens, l'Antiquité, avec notamment le Conseil des 500 que l'on retrouve et qui, avec le Conseil des Anciens, forme le corps législatif, l'on voit d'un autre côté que tout cela n'est qu'une question d'image. Un nouveau terme, qui prend à vrai dire ses racines dans la Rome antique, refait surface en cette fin du XVIIIe siècle et jusqu'à aujourd'hui. C'est celui de la chose qui est commune, la res publica, république en français, dont le sens a évolué depuis l'Antiquité. En cette fin du XVIIIe siècle, autant en France qu'aux États-Unis, l'élite monarchique critique les nobles en quête de réforme, en les affublant du nom de démocrates. Pourtant, ceux-ci rétorquent alors à l'élite monarchique qu'ils n'en ont rien de démocrates, mais qu'ils sont plutôt républicains. D'ailleurs, de la première à la 5e, l'on ne parla jamais de démocratie, si ce n'est pour attirer le peuple dans ce traquenard, mais bien de république. En effet, comme je le disais antérieurement, la démocratie, selon le modèle athénien qui leur a été inculqué, ce n'était pas un modèle à reproduire, c'est la tyrannie des pauvres, le chaos, l'irrationalité, l'incompétence. Jamais de leur vivant ils ne promulgueront ce modèle politique issu de leur pire cauchemar. Cependant, en soi, c'est une époque dont on garde généralement un bon souvenir par rapport à ce qui nous est transmis par nos contemporains
C'est la prise de la Bastille et l'instauration de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen un mois plus tard. Comment pourrait-on penser de manière négative ces événements clés dans notre histoire? Nous ont-ils pas aidés, avec la promulgation de ces droits-ci, à faire valoir les nôtres en cette ère et même avant? Il est vrai, selon moi, que l'on peut dorénavant se saisir de ces droits qui datent de notre temps et qui sont toujours là, de 1776 en passant par 1948 et aujourd'hui, pour souligner les nôtres qui sont bel et bien réels, mais toujours pas appliqués dans la réalité tangible, où que nous vivions. Ces droits-là, qu'ils aient été instaurés par une élite déjà bien installée, ou bien par le commun des mortels, cela peut faire une différence, les deux réalités étant antagonistes, sauf que si le but était de faire croire à la population, ici française, que cela était à son avantage, elle qui souffrait des maux imposés par la monarchie, alors elle, l'élite, avait tout intérêt d'y intégrer des préoccupations sociales, sous peine que de nouvelles révolutions ne se produisent. Malgré les nombreuses mises à mort à ce moment-ci, en 1794, dont les porteurs de cette révolution 5 ans plus tôt, Robespierre, Danton, Desmoulins et bien d'autres, cela ne suffit pas à instaurer un modèle de gouvernance qui serait géré par et pour le peuple. Toutefois, au Moyen Âge, dont je reviendrai sur la dénomination et la perception que l'on peut en avoir à ce jour, et depuis des siècles, il semble, même si on pourrait de prime abord penser le contraire, qu'il y avait bien plus de démocratie qu'avant que ces révolutions n'éclatent. Pour citer Francis Dupuy-Derry, ouvrez les guillemets, la démocratie médiévale, bien vivante alors, mais aujourd'hui si méconnue, permettait au peuple de traverser de longs mois sans contact direct avec les représentants de la monarchie, une institution qui offrait finalement très peu de services à sa population composée de sujets et non de citoyens. En d'autres termes, un territoire et une population pouvaient être soumis à plusieurs types de régimes politiques simultanément, soit un régime autoritaire, monarchie pour le royaume, aristocratie pour la région, et un régime égalitaire, démocratie locale ou professionnelle. Cela dit, la logique d'échelle pouvait être inversée, avec des régimes tyranniques sur les lieux de travail, esclavage, alors que le régime politique officiel était libéral et dirigé par des politiciens élus, comme aux États-Unis au XIXe siècle, avant la fin de l'esclavagisme. Les communautés d'habitants et les guildes de métiers perdent peu à peu de leur autonomie politique, non pas en raison d'un dysfonctionnement de leurs pratiques démocratiques, qui se poursuivent d'ailleurs dans certains cas jusqu'au XVIIIe siècle, mais plutôt en raison de la montée en puissance de l'État, de plus en plus autoritaire et centralisateur. Vers le XVIe et XVIIe siècle, les royaumes monarchiques se transforment peu à peu en États, soit un nouveau système politique qui développe plusieurs stratégies pour accroître son pouvoir d'imposition, de taxation et de circonscription, alors que la guerre coûte de plus en plus cher en raison de développement technologique de la marine et de l'armement, arquebuses, canons. Fermez les guillemets. La question qui ne cesse de me triturer est pourquoi? Pourquoi ne nous enseigne-t-on pas tout cela? L'existence de ces assemblées où se trouvaient aussi des femmes et qui existèrent dès le XIIIe siècle. Vous aussi, comme moi, vous devez commencer à avoir une part de réponse germant en vous. Pour en retourner à 1789, pourquoi tenter de nous faire gober ces fadaises alors que, comme en réalité, cela fut une appropriation de la noblesse aristocratique qui se servit de la colère populaire qui régnait alors, demandant à ce que justice soit faite et qu'une réelle démocratie soit instaurée. Avec cette date, 1789, et ce qui s'ensuit, l'on tente de nous faire croire que l'on en est sorti les grands vainqueurs, mais c'est faux. L'on en est les perdants, sauf que cela ne pourra durer qu'un temps. Avec tous ces droits dont je fis une courte évocation plus tôt, notamment ceux qui au niveau international sont reconnus, nous pouvons et devrons nous relever de nos blessures
en faisant abstraction des récits idéologiques qui aujourd'hui nous sont contés. L'on ne nous enseigne dorénavant que les bons côtés de ces révolutions, fondatrices de nos démocraties modernes, alors que rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Mon but n'est pas de dresser un tableau qui soit uniquement teinté de l'une ou l'autre de ces couleurs, mais d'en utiliser autant que se puisse. Je n'explorerai que très peu les rouages de ces révolutions, qu'elles se fussent déroulées en France ou ailleurs, tout simplement car cela me prendrait un ouvrage au complet, et que ce travail a d'ores et déjà été fait. Ce tableau n'aura jamais prétention à être complet. Je le disais précédemment, l'histoire, c'est à plusieurs qu'elle se fait et je ne suis moi-même pas historien. Ceci n'est qu'une partie traitant de l'œuvre propagandiste à différentes époques, de l'Antiquité à nos jours. Faisons à présent un nouveau saut temporel. Génial, n'est-ce pas, que d'être des animaux quantiques? En 1828, Andrew Jackson est élu 7e président des États-Unis sur un programme fort différent de ses concurrents. Celui-ci se réclame en effet d'un nouveau mot aujourd'hui galvaudé, la démocratie. Faisant alors suite à des dirigeants de la haute classe provenant pour la plupart de Virginie et qui étaient formés pour diriger, Jackson se prétend quant à lui du peuple et fait montre de comprendre ses préoccupations. Après avoir failli l'emporter 4 ans plus tôt lors des élections présidentielles, il retente sa chance, revoyant ses techniques de campagne et son vocabulaire, pour finalement accéder au plus haut poste de ce nouveau pays que sont les États-Unis. Lors de l'élection de 1824, tous les candidats, Jackson y compris, se réclament du républicanisme, avec ou sans supplément, fédéralistes républicains ou républicains démocratiques. En 1828, le 7e président des États-Unis, Andrew Jackson, est donc le premier à se qualifier ouvertement de la simple appellation démocrate. Néanmoins, celui-ci et ses proches alliés se savaient être manipulateurs en employant ce mot de plus en plus étincelant. Pourtant, tout cela a perduré jusqu'à aujourd'hui, étant brandi comme un modèle à suivre pour des pays qui ne seraient pas démocratiques, entre guillemets. Il s'agit désormais, à travers des institutions outrepassant le cadre national, d'imposer cet idéal qui n'en est pas un. Je reviendrai là-dessus. Près d'un siècle après l'élection de Jackson, nous voici toujours aux États-Unis, s'apprêtant à occuper une place de plus en plus hégémonique sur la scène géopolitique. À l'avènement de cette œuvre propagandiste dans les temps modernes sous une forme institutionnalisée, à la clôture de la Grande Guerre, Will Irwin, un journaliste et auteur, parlait dans un article de l'âge des mensonges en 1919, faisant référence au Comité sur l'information publique, créé une semaine après l'entrée en guerre des États-Unis et pour lequel il a été à la tête de la division étrangère du comité avant de le critiquer. À la tête du comité depuis sa création en 1917, figurait un homme, George Creel, un journaliste étant le protégé du 28e président des États-Unis, Woodrow Wilson, élu en 1913. Ce dernier fit 2 mandats et resta donc au pouvoir jusqu'en 1921. Quant à Creel, il fut limogé en 1919 pour des faits de détournement de fonds et de partisanerie. Le reste du comité étant composé des membres les plus proéminents de la société, des progressistes, des réformateurs socialistes ou libéraux, ce qui a défini les approches et techniques du CPI. En plus de ce dernier, figuraient aussi le Trésor et la Food Administration, devenue Food and Drug Administration, qui en ont également fait beaucoup pour mobiliser la population derrière ce grand projet. Pour en revenir à nouveau avec le personnage ici central, le président Wilson, celui-ci mit en place, vers la fin de son premier mandat, un véritable système de propagande dirigé vers la population des États-Unis et aussi celle du reste de la planète. L'objectif était de montrer à toutes et tous que ce pays-là était le nouveau champion de la démocratie en qui l'on pouvait avoir confiance.
On a vu plus tôt que la démocratie dans les temps modernes, c'est une lubie de l'esprit que l'on cultive à l'interne, mais ayant des répercussions à l'externe. La guerre y était vue comme salvatrice, un moyen d'imposer des réformes dites progressistes, nécessaires pour reprendre un mot de Michael Lind, auteur d'un livre sur la guerre du Vietnam en 1962, sujet que j'aurai l'occasion d'évoquer plus tard. On verra que cette propagande a persisté et est devenue beaucoup plus insidieuse, pernicieuse. Avant même l'entrée en guerre du pays en avril 1917, des armes et munitions étaient déjà envoyées sur le front pour aider la France et l'Angleterre à défaire l'ennemi allemand qui a somme toute, par sa propagande, réussi à séduire un sol états-unien. Les États-Unis n'étaient évidemment pas les seuls à faire de la propagande dans ces terres. C'était même plutôt chose commune. Néanmoins, nombre d'entre eux s'inspirent directement de celle de ce pays, se portant à présent comme défenseurs de la démocratie, entre gros guillemets. À cette fin, faire régner la paix et l'ordre, Wilson mit de l'avant 14 points devant le Congrès le 8 janvier 1918. Ceci eut avant tout pour but d'être un traité de paix et de reconstruction de l'Europe. Aujourd'hui, on le sait, cela m'a personnellement été enseigné quand j'étais à l'école. Malgré que foule d'éléments eurent été négligés, les États-Unis ont bâti leur richesse en partie grâce à cette reconstruction qui les plaçait en bonne posture pour être la puissance hégémonique qu'ils sont par la suite devenus. La victoire ultime face à l'ennemi communiste, remplacé par terroriste, bien que ce dernier puisse aussi rentrer dans cette catégorie d'une certaine manière, avait été obtenue avec la chute du mur de Berlin en 1989. À la fin des années 1910, la Chine n'avait pas encore fait le virage communiste, et sa population fut attirée par le vœu de Wilson de garantir aux pays plus pauvres leur droit à l'autodétermination. Ce droit à l'autodétermination est à se rappeler. Il est un point central de la propagande de Wilson. Pas le ballon de volée d'un seul au monde, et est aussi un droit qui nous est conféré à toutes et tous. Le chef de la station chinoise rapporte qu'une large part de leur propagande reposait sur les dires de Wilson. Il était naturel que leur travail au sein du comité devait résulter en la magnification de Wilson en tant qu'homme, la création d'un super-héros qui serait proclamé par le monde comme le grand sauveur de celui-ci. Douce ironie. On pouvait s'y attendre. Cela laissa un goût amer chez ses opposants qui siégeaient avec lui au Congrès. Pourtant, l'autodétermination si importante de Wilson, qui déferla sur le monde, sembla avoir de nombreux impacts, notamment sur le front européen, en particulier à l'Est, sur le mouvement du 4 mai 1919 en Chine, qui selon les dires marque l'origine du PCC, ou encore sur ce qui est considéré comme le plus grand mouvement de foule en Corée, le 1er mars 1919, pour l'indépendance du Japon qui fut sévèrement réprimée. 4 ans plus tard, en 1923, Edward Bernays, considéré au même rang qu'Ivy Lee comme le fondateur des relations publiques dans les temps modernes, une sorte de Machiavel de notre époque, analysant et rendant ses conclusions aux décideurs sur la marche à suivre en matière de manipulation de l'opinion. Dans ce sens, Machiavel fut-il peut-être plus sage que son comparse. Écrivit un livre phare, La cristallisation des opinions, acclamé par la critique comme un ouvrage dont la lecture est essentielle pour tout vendeur. Je note ici qu'un politicien est un vendeur, ainsi qu'à tout artiste. Bernays déclara lui-même que, ouvrez les guillemets, et c'est ainsi que commence le merveilleux jeu des petits guillemets. Et 1, 2, 3, et je m'y mets, je cite. Les hommes intelligents doivent réaliser que la propagande est l'instrument par lequel ils peuvent obtenir des gains à des fins productivistes et pour aider à apporter l'ordre à partir du chaos. Fermez les guillemets, ou encore que, ouvrez les guillemets à nouveau, il est désormais possible de modeler l'opinion des masses pour les convaincre d'engager leurs forces nouvellement acquises dans la direction voulue.
Fermez les guillemets. De plus, en 1928, l'année où il publiera son livre Propaganda, il y argumente dans un article de la revue du journal américain de sociologie que « Eh oui, j'ouvre les guillemets à nouveau. Mais après tout, cela est-il nécessaire? Car je vous annonce que je m'apprête à citer. Donc ouvrir les guillemets n'est peut-être que futilité. » Je cite. « L'opinion publique est lente et réactionnaire. Ceux qui usent de la psychologie de la persuasion du public pour apporter des changements dans son opinion au public font preuve d'un grand service. » Je ferme les guillemets. Celui-ci, Bernays, neveu du réputé Sigmund Freud, était ouvertement en faveur d'une démocratie autoritaire et aura apporté au monde de la propagande probablement plus que quiconque dans les temps modernes. Il aura fait fumer les femmes en gage de signe de liberté, fait adopter des aliments considérés aujourd'hui comme traditionnels par les États-Unis, décrédibilisé le domaine de la psychiatrie et j'en passe des meilleurs. En 1929, Léon Whittle résumait ainsi l'apparente croyance de Bernays. J'ouvre les guillemets. Quelqu'un qui comprend les procédés mentaux ainsi que les modèles sociaux des masses devrait manipuler ces contrôles afin que les individus savent quoi acheter ou quoi penser. La société est trop complexe et les individus trop stupides pour savoir par eux-mêmes. Fermez les guillemets. Pourtant, son penchant avoué pour la manipulation de masse fait en sorte qu'il aura été, pendant un temps, comparé à un nazi. Un article de 1934 d'Abraham Cohen en parle ainsi. Est-ce que j'ai réellement besoin de vous dire que j'ouvre les guillemets à ce moment-là? Petite question que je me pose. Mais, étant donné que je viens de vous dire que c'est Abraham Cohen qui en parle ainsi, vous savez que ce n'est donc pas ma parole. Je cite. Maintenant que l'art d'Ivilier et Edward Bernays a été réduit à une science et qu'elle reçoit l'attention des universités, on pourrait bientôt voir l'apparition d'une nouvelle culture de manipulateurs de l'opinion populaire. Qui sait, à part un Goebbels américain qui se penche sur ce livre. Bernays lui-même aura plus tard ajouté de l'huile sur le feu en parlant, comme l'aura fait Goebbels, de la nécessité d'hommes forts, de dieux humains qui doivent émerger comme des influenceurs de l'opinion publique. Malgré tout, le paradigme bernaysien sembla avoir ses limites dans les années 30, une période de fin ou de renouveau. Octobre 1929, New York. Une crise monumentale frappe les États-Unis, puis, inexorablement, le reste du monde. C'est ainsi que va en partie apparaître le fascisme en Europe, nourrissant également un ressentiment vis-à-vis de mesures jugées injustes qui furent imposées au sortir de la Grande Guerre. C'est ce que dénoncera plus tard Hannah Arendt, nous mettant en garde face à la possible résurgence de systèmes totalitaires. Sauf que ce n'est pas ce dont je veux vous parler pour l'instant. Nous sommes donc durant une période de crise, au crépuscule d'une décennie, celle des années 20. La récession qu'auront connue plusieurs pays, mais avant tout les États-Unis, aura permis la mise en œuvre de nouvelles mesures, en particulier sous la présidence de Franklin Roosevelt, dès 1933 avec le New Deal ou le Glass-Steagall Act. C'est pendant cette période que des observateurs du monde politique, académique ou encore religieux s'inquiéteront des répercussions que la manipulation de masse pouvait avoir. En 1934, Felix Frankfurter, un professeur de droit à Harvard et conseiller du président Roosevelt, écrira à ce dernier pour lui dire que Bernays et Lee sont des empoisonneurs professionnels de l'esprit public, exploiteurs de la folie, du fanatisme et de l'intérêt personnel. Mais si cela eut au premier abord un effet sur Franklin Roosevelt et ses politiques, cela n'aura été que de courte durée, que durant le temps de ses mandats jusqu'à son décès en 1945, avant que la manipulation de masse ne revienne à la charge. 2 décennies plus tôt, en 1922, Walter Lippmann publiait une œuvre,
l'opinion publique, où il y défend 3 idées principales. La première est que les citoyens lambda, vous et moi, sont mal équipés pour engager une réflexion mûre et productive dans les débats sur les politiques publiques. La seconde est que la pensée stéréotypée bloque nos capacités perceptives, rendant cela difficile pour voir les politiques avec clarté et objectivité. La dernière est que les journalistes ne peuvent être tenus pour responsables de nous éduquer au niveau de connaissances jugées nécessaires pour les citoyens en démocratie. Revenant sur les 3 points qui viennent d'être évoqués, voici ce que je peux en dire. Premièrement, il est vrai que, comme le disait aussi Bernays et que je soulignais plus tôt, la société est devenue plus complexe avec l'apparition de davantage de machines remplaçant les humains à partir du début du XIXe siècle en Angleterre, avec l'émergence de davantage de savoir, avec la séparation des moyens de production au profit des marques, ou encore avec l'avènement de la structure étatique à partir du XVIe siècle, etc. De plus, et il semblerait que cela soit une vérité à tous âges pour notre espèce, nous avons besoin d'autrui pour évoluer dans nos connaissances. En somme, nous avons besoin de développer une intelligence collective en assurant une transmission des savoirs au fil des générations. Depuis plus d'1 siècle, cela se fait le plus souvent dans les écoles qui doivent en principe nous former à devenir la meilleure version de nous-mêmes, sauf que ce principe, l'on ne semble pas en tenir rigueur. Si les écoles faisaient un meilleur travail, non pas pour nous rendre efficaces dans une société malade, mais pour que nous puissions nous accomplir ensemble, cela ne serait peut-être pas aussi compliqué que de prendre part au débat. D'ailleurs, en France s'est tenu un exercice démocratique où 150 individus ont été tirés au sort pour faire 150 propositions politiques au président Macron, que celui-ci rejette en boucle avant que l'État français ne soit reconnu coupable d'inaction climatique. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que des individus, qui au départ avaient chacune et chacun leur niveau de connaissance sur le sujet, furent capables, sur une période de 6 fins de semaine à partir d'octobre 2019, d'acquérir une base suffisamment développée afin de pouvoir, en coopération avec d'autres, donner son avis sur la question climatique. Le reste, concernant la culpabilité du gouvernement français, je pourrais y revenir dans une prochaine partie. Pour en retourner à cet exercice démocratique assez novateur, cela fut d'autant plus difficile que la société gagna en complexité dans le dernier siècle. Les individus sont donc capables, lorsqu'on leur en donne les moyens, de s'engager dans des débats sur les politiques publiques, contrairement à ce que Littmann prétend. Deuxièmement, l'auteur d'Opinion publique apporte ce qui est à première vue un élément pertinent. En effet, le cerveau humain est le fruit de plusieurs dizaines de milliers d'années d'évolution. Étant d'ores et déjà l'organe le plus énergivore, consommant jusqu'à 20% des calories au quotidien, c'est l'inconscient qui nous domine, que nous le voulions ou non. Ce qui se rend jusqu'à notre conscience a déjà été traité au préalable par cette part inconsciente de nous-mêmes et fait ainsi en sorte que notre vision du monde en ressort simplifiée si l'on n'y prête pas attention. Le cerveau humain est sujet à toute une panoplie de biais cognitifs, faisant par exemple en sorte qu'il est impossible d'être objectif. On peut seulement tendre vers cette objectivité, mais l'on ne se séparera jamais de notre biais idéologique, autrement dit notre vision du monde. Par souci de préservation de l'ego, l'on va chercher à confirmer les thèses qui nous confortent. C'est le biais de confirmation. Et tous ces biais qui s'enchevêtrent sont à ce jour exacerbés par le numérique. Bien sûr, l'on est par essence des individus et l'on ne réagit pas toutes et tous de la même manière à tous ces facteurs environnementaux, intérieurs et extérieurs. On peut néanmoins apprendre à cohabiter avec ces biais-là, en étant conscient qu'ils peuvent nous affecter et qu'ils sont déjouables si l'on prend le temps de s'observer, pour ne pas tomber dans le panneau des stéréotypes. Quant aux journalistes qui ne sont pas tenus de nous éduquer suffisamment pour être de bons citoyens évoluant en démocratie,
cela va selon moi de soi. Déjà, évoluer en démocratie, ce n'est pas tout à fait ce que j'utiliserai comme terme pour décrire le système sous lequel nous vivons. J'ai pu commencer, et j'aurai l'occasion d'en parler en long et en large. De surcroît, la majorité des journalistes évoluant au sein des médias de masse, mainstream, ceux-ci répondent avant tout à des intérêts supérieurs. Je n'y reviendrai pas de manière trop étendue, l'ayant déjà en partie évoqué sur ma chaîne avec le résumé de Fabriquer un consentement. J'y reviendrai aussi ultérieurement, et pour les âmes plus curieuses, ne pouvant pas mieux faire que l'éminent Noam Chomsky et feu Edward Herman, vous pouvez vous procurer le livre en question de la maison d'édition Investigation. Important. Cet ouvrage, qui est une référence en matière de critique des médias, fait état de la manipulation qui a cours au sein de nos institutions médiatiques traditionnelles. En somme, l'opinion publique de Lippmann peut être considérée comme faisant état d'une certaine réalité, celle où règne une agoraphobie et où l'on ne veut pas donner trop de munitions au public qui pourrait se révolter face à diverses mesures. Il s'agit de le maintenir peu éduqué, en proie aux préjugés loin des débats. Avec les travaux de Berners-Lee, il parvint à pénétrer au sein des institutions et une révolution s'amorcera alors, en partie grâce à un paradigme déjà implanté depuis près de 2 siècles, le libéralisme, s'apprêtant bientôt à prendre une nouvelle tournure grâce à une école économique, celle de Chicago. Rejetant les mesures keynésiennes du New Deal, ceux qui étaient au départ des marginaux dans les années 30 se firent peu à peu une place jusqu'à atteindre un certain sommet dans leur domaine, Friedrich von Hayek recevant le prix Nobel en 1974, puis, 2 ans plus tard, cela sera au tour de Milton Friedman. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les tensions se crispent entre le bloc capitaliste et celui des communistes. Entre autres mesures, qui sont nombreuses à cette époque, la manipulation de l'esprit et la répression s'instillent peu à peu dans les mœurs, dans un premier temps derrière les rideaux, jusqu'à ce que finalement, dans les années 1970, la lumière se fasse, notamment sur le projet COINTELPRO du FBI et celui de la CIA, le fameux MKUltra, pour ne citer que les plus célèbres, ayant tous deux commencé dans les années 50. Sont-ils à présent révolus ? J'y viens, mais en théorie oui, ces programmes ont pris fin. Les années 50. La même année où commença officiellement le projet MKUltra, en 1953, c'est aussi un gros coup pour la science, péjorativement, avec l'industrie de l'amiante puis du tabac. Les guerres se poursuivent aussi, en Corée, en Indochine qui deviendra le Vietnam, le Laos et le Cambodge, en Algérie, etc. Même parmi les politiciens les mieux perçus, comme JFK, John Fitzgerald Kennedy, il y a des taches sur son tableau également. Je vous le répète, rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Cette ère, aujourd'hui connue sous le nom de guerre froide, n'est, pourtant, pas si froide que cela quand on regarde l'ensemble du tableau, bien que la loi d'Anton Tchekhov ne soit toujours pas franchie. Celle-ci veut que lorsqu'une arme apparaît à un acte d'une pièce, elle est inévitablement utilisée, in fine. Néanmoins, avec l'arme nucléaire, l'on voit que cette dernière a plutôt fait office d'arme de dissuasion massive. Comme le dit Yuval Noah Harari, et les faits le démontrent, les suicides emportent davantage de personnes chaque année que n'en font la guerre et le terrorisme combinés. Pourtant, à quel moment voyons-nous les politiciens s'inquiéter de ce premier état de fait ? Il faudrait alors croire que nous vivons dans un système parfait et qu'il n'est pas bon de le critiquer. L'œuvre propagandiste, j'y viens, n'a fait qu'empirer dans les 50 dernières années. En 1988, James Hansen démontre devant des sénateurs aux États-Unis que les changements climatiques sont bel et bien réels. C'est la première fois que ce sujet est mentionné en longueur en si haute instance. En réalité, dès mars 1912, la notion de réchauffement climatique par les gaz à effet de serre apparaît dans un article.
Cela ne date donc pas d'hier. D'autre part, les premiers écologistes, mis de l'avant par la jeunesse hippie des années 60 et 70, ne sont autres que des figures de siècles antérieurs, Rousseau, Thoreau, etc. Mais notre espèce, dans une certaine mesure, n'a-t-elle pas été écologique durant la plupart de son histoire avec les sociétés vernaculaires, entendre traditionnelles? Pour en revenir à ces changements climatiques, que l'on devrait plutôt nommer changements naturels car, représentant peut-être mieux les 9 limites planétaires, dont les changements climatiques sont l'une d'entre elles, initiateurs d'une profonde anxiété chez une grande part de la population, en particulier les plus jeunes d'entre nous, ce qui personnellement fait mal à mon petit cœur, l'on sait dorénavant que les grandes entreprises pétrolières, Exxon, Shell, Total et d'autres, réunies en consortium, étaient au courant de ces perturbations depuis les années 70. Cependant, malgré le fait qu'elles ajustèrent leurs installations offshore en connaissance de cause, elles décidèrent sciemment de ne pas avertir la population, qui fut gardée ignorante jusqu'en 2015, où Inside Climate News, pour le compte d'Exxon, dévoila l'entourloupe. Toutefois, 2 ans après, Trump nomma Rex Tillerson comme secrétaire d'État, alors que celui-ci était un ancien PDG d'ExxonMobil qui venait tout juste de quitter ses fonctions. J'aurai prochainement l'occasion de parler d'hypernormalisation, emboîtant une après une les pièces de ce puzzle qui ne cesse de s'agrandir. Je le disais, avec l'émergence du numérique, l'on commence à avoir des données et elles le montrent clairement. Le niveau de connaissance, ainsi que le QI et probablement d'autres formes d'intelligence aussi, ce que je me permets de rajouter au vu de mes observations, sont en déclin depuis le milieu des années 80. Penchez-vous sur l'effet Flynn. Je reviendrai sur ces possibles causes ultérieurement. Les années 80, c'est disco, funky, la démocratisation des ordinateurs, un temps d'insouciance après la torpeur, la fin célébrée de cette guerre froide, avec la chute du mur de Berlin en 89. Bref, la vie semble rose, selon les lunettes que l'on porte. Rappelez-vous, rien n'est jamais. Ok, on a compris, Étienne. Rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Merci. Les années 90 s'amorcent, suivant la mouvance de la décennie précédente, même si, comme souvent, les guerres reprennent. Mais se sont-elles un jour arrêtées ? 1991, c'est la fin d'un empire, celui des soviétiques, et peu à peu des pays prendront leur indépendance. Aujourd'hui, faisant suite à l'indépendance d'un de ces pays, mal perçu par certains, la guerre, en 2023, fait toujours rage. Je vous écris par une belle soirée étoilée, quoique un peu couverte de stratus présageant la pluie. La Covid-19 semble être passée. La guerre, aux portes de l'Europe, impacte cette fois beaucoup plus les Occidentaux que d'autres conflits plus lointains, comme au Yémen ou en Israël. Le discours principal est unilatéral. Normal, nous sommes sur les ondes traditionnelles, de moins en moins écoutées. Les gens se posent des questions. Ils et elles se savent pertinemment manipulés par une élite tentant de les éloigner d'une forme de vérité. Mais la vérité, si elle existe, finira par sortir un jour. Sur un son de cloche assez étrange, celui d'un bug mondial, pas non plus dénué de sens si l'on regarde l'astrophysique, débutait un nouveau millénaire, le 3e de notre ère. C'était l'an 2000, et je fais partie de ceux et celles qui n'auront connu autre chose que ces 2 dernières décennies, emplies de mensonges, de craintes et j'en passe des meilleurs. De plus en plus, les recettes font leurs preuves, autant en matière artistique que politique ou économique. Plus le temps avance, plus il sera dur de nous défaire de cette œuvre propagandiste qui est en train d'atteindre, selon ma perception,
un point de rupture, de non-retour. Ayant fait ses preuves au cours de plus de 100 ans où elle fut institutionnalisée, elle culmine à présent à des sommets jamais égalés avec l'intelligence artificielle, capable de tout et son contraire, composant à notre place des symphonies, écrivant des articles sensationnalistes, en vogue, modifiant des images et vidéos à son gré, inventant des langues, etc. Nous sommes à l'ère de la fausseté par excellence, vivant pour notre majorité dans des villes qui sont devenues mégalopoles, intelligentes ou presque, avec d'un côté les quartiers huppés et de l'autre ceux qui sont malfamés. Les inégalités franchissent des caps sans précédent et une élite nous vend, confortablement assise durant ce temps, qu'elles disparaîtront sous peu, quand nous aurons rejoint le métaverse qui se profile à l'horizon, encore celui d'une minorité, mais en apparence pour le bénéfice de la majorité. À vous d'y croire, ou non. De toute façon, je ne crois pas qu'il soit très sage de croire. Personnellement, j'ai décidé de me défaire de ce concept, celui de la croyance, n'apportant la plupart du temps que du négatif, fermant des voies nouvelles et poussant l'autre à adopter sa propre croyance. Aujourd'hui, je me donnerai le loisir d'en reparler dans une partie qui y sera dédiée. C'est l'ère de la carboneutralité. Les grandes entreprises qui participèrent le plus à cette infamie veulent à ce jour nous sortir du pétrin et se redorent d'une nouvelle parure. Pourtant, tout cela n'est qu'illusion. L'on tente de nous faire croire, et méfiez-vous toujours de ceux et celles-ci, que sans les technologies vertes et en somme sans les technologies modernes et futures, nous n'arriverons pour ainsi dire pas à résoudre ce problème. Ce qu'il faut, selon mon humble avis, c'est retourner aux sources, être radical comme je l'ai déjà dit. Or, de plus en plus, l'histoire tend à être oubliée au profit de fausseté. Manipulation d'une élite, encore une fois, qui voit peu à peu ses privilèges disparaître et tente de rester en contrôle du système Terre qui lui échappe totalement. Le populisme, sujet d'envergure, revient à la charge, plus fort que jamais, et les États pourront dériver d'un jour à l'autre. On le constate d'ores et déjà. Les guerres, qui prennent le plus souvent leurs origines pour des raisons de besoins primaires, l'eau ou la nourriture, voire pour des raisons idéologiques, ne vont faire que s'accroître si l'on suit les prédictions. Les virus et leurs cousins zombies, emprisonnés depuis des millénaires dans la glace, vont, quoi qu'on fasse, refaire surface. Ce qu'on fait à présent, dont on ne peut plus voir les conséquences tellement celles-ci sont rendues lointaines et inaccessibles, a des répercussions non pas seulement sur demain ou la prochaine décennie, mais pour des milliers d'années. Nous sommes à une époque charnière, où il nous faut nous défaire de bien des affaires si l'on veut que le vivant prospère avec nous en avant et non plus en arrière. Il est temps pour l'humain de prendre une place de premier plan, de cesser de se fier aux fake news qui défilent minute après minute, en quête de votre si précieuse attention. Là où les vérités, du moins ceux qui s'en rapprochent le plus, doivent éclater. Notre conscience collective, que l'on partage avec nos ancêtres et congénères, doit revenir au premier plan. Nos énergies, constamment drainées par cette élite nous inculquant son œuvre propagandiste, doivent se libérer et culminer, s'extasier. Mes frères, mes sœurs, laissons-nous aller. Savourons le temps présent et les révolutions passées et futures. Admirons l'histoire qui s'écrit au quotidien et n'oublions pas que nous en faisons ultimement partie. La vie est belle et continuera de l'être au cours des prochains millénaires. Tout n'est que passager, les individus et les empires avant tout. Ayons l'humilité de saisir cette opportunité qui nous est offerte que de prendre une place parmi le biome, non plus annihilante, mais guérissante.